Alors, donc merci de m'avoir invité. Donc, j'espère que vous n'êtes pas venu écouter une conférence sur le cartable fantastique parce que c'est pas du tout ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà. On m'a même demandé de pas le faire. On m'a demandé de faire autre chose. On m'a demandé de poser mon regard sur une réflexion, donc un regard qui est conceptuel, hein, sur une réflexion de ce qu'on peut faire pour inclure en fait la parole des parents, mieux la prendre en compte, aider les parents à interagir avec tous les interlocuteurs qui vont trouver sur leur parcours lorsqu'ils sont confrontés à une situation de handicap, c'est-à-dire les médecins, les professionnels de santé et le système scolaire. Voilà. Donc on va démarrer par avant le diagnostic parce que je trouve que c'est une étape qui est déjà assez importante. Et donc avant, parce que c'est déjà une étape où il se passe pas mal de choses finalement assez compliquées. Et donc avant le diagnostic, déjà, on a soit un enfant différent, ça peut arriver, c'est-à-dire que d'emblée, les parents, les mères souvent, hein, sont absolument convaincus que cet enfant, il a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne fonctionne pas. Et donc là, déjà, on va être confronté à une difficulté qui est une sorte de difficulté sociétale, je pense, qui est le crédit qu'on apporte à la parole des mères. Et donc, j'ai plusieurs anecdotes hein, à vous raconter là-dessus. Par exemple, j'ai une amie qui est une amie de lycée, qui était ma meilleure amie au lycée, que j'ai complètement perdue de vue et que je retrouve via les réseaux sociaux. Enfin, elle me retrouve. Et elle me raconte que sa fille est sourde profonde. Bon. Et donc, là, 13 ans, enfin, elle est au collège, la jeune fille. Et donc, elle vient me dîner à la maison et elle me raconte que quand sa fille est née à la maternité, elle a eu assez vite le sentiment que sa fille n'entendait pas. Alors, comment elle a compris ça, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de sourds particulièrement dans sa famille, mais elle était convaincue de ça. Et donc, tous les jours, elle disait aux pédiatres, aux puéricultrices, enfin, à tous les gens qu'elle pouvait avoir autour, je crois que ma fille n'entend pas. Et on lui disait, oui, oui, madame, oui, madame, oui, madame. Et puis, au bout de 5 jours, elle voit arriver un autre... alors, au bout de 5 jours, on lui dit, on va vous envoyer quelqu'un. Et donc, elle voit arriver un jeune homme, enfin un médecin, un jeune médecin dans sa chambre. Et le monsieur lui dit, bonjour madame, je suis le docteur Truc, psychiatre. Alors elle dit comment ça merci, enfin je comprends pas. Moi j'attendais un otorino là pour ma fille. Je pensais pas voilà. Et donc ils discutent tous les deux. Et puis ben c'est un bon psychiatre donc il juge que la mère est pas spécialement délirante. Et c'est grâce à l'intervention de ce psychiatre qui a donc validé la parole de cette mère qu'on a pu faire examiner cet enfant et constater qu'elle était effectivement sourde profonde. Voilà. Ces histoires-là, elles peuvent amener à des choses que nous, on peut voir à Neurospin en neuroimagerie qui à chaque fois, nous gênent vraiment. Hein. On a une histoire, par exemple, dans le laboratoire d'une petite fille de 6 ans qui arrivait un jour, dont, pareil, la mère disait depuis toujours, elle est sourde. Et en fait, tout le monde lui disait, non, non, elle n'est pas sourde. Regardez, quand on claque la porte, elle se retourne, parce que ça fait un peu devant, effectivement, elle se retourne. Et puis surtout, ils avaient fait des examens ORL classiques. Et effectivement, l'oreille n'est pas touchée. Et donc, du point de vue de l'oreille, elle entend. Sauf que quand on a fait l'IRM, elle a 2 trous au niveau du cortex auditif. Donc, elle ne traite pas les informations auditives et elle n'entend rien. Hein, voilà. Donc toute cette problématique de la le fait de ne pas croire les mères quand elles s'inquiètent, ça va être quelque chose qui est déjà très présent dans le milieu de santé. Hein, c'est-à-dire les médecins ont des difficultés à prendre en compte cette parole. Mais ce n'est pas que dans le milieu de santé. C'est-à-dire que, bon, alors ça, c'est des cas extrêmes hein, que je vous raconte avec des choses qui sont indubitables. Mais quand on rentre dans un champ un petit peu plus complexe, qui va être celui, par exemple, des 10, hein, avec des troubles des apprentissages, alors sur les petits dyspraxiques, ça se voit quand ils sont un peu petits quand même. Hein, ils sont gênés, ils sont gauches, ils sont maladroits. Souvent, ils marchent un peu tard. Et puis, il va y avoir des difficultés comme ça qui vont être révélées souvent à l'école. Et à ce moment-là, on va dire aux mères, ce que va dire l'entourage, ça va être « tu t'inquiètes trop ».
il est maladroit, il fait ceci, il fait cela, mais tu t'inquiètes trop. Moi, j'en connais plein des enfants. Et alors là, on vous sert toute une série d'enfants. Moi, tu m'as déjà vu, ou d'adultes. Tu as déjà vu, moi, comme je suis maladroite, moi non plus, je ne sais pas jouer au badminton, enfin, etc. Et donc, la mère finit par ne plus savoir si elle a raison ou si elle a tort. Et dans cette remise en question du regard de la mère, bah, finalement, on perd du temps. Voilà. Parce que les diagnostics se font plus tard. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on peut avoir un enfant différent et pas le ressentir en difficulté. Hein. C'est vraiment le cas pour les enfants dyspraxiques quand ils sont petits, c'est-à-dire oui, ils sont un peu gauches, oui, ils tombent un peu quand ils marchent, oui, ils mangent pas très bien, mais les mères vont pas forcément s'inquiéter pour ça. Ce qui va devenir très compliqué, ça va être l'interaction avec l'école. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas du tout comment ça marche en Suisse, mais en France, on rentre à l'école à 3 ans, c'est obligatoire en plus depuis cette année. Et vous savez que l'école maternelle, c'est le royaume de la motricité. On fait que ça, hein. Enfin, pas que ça, on fait du langage et de la motricité. Donc il y a les deux. Donc on va faire de la motricité fine, des perles, du découpage, etc. Et puis on va faire de la motricité générale. Bon, il y a du langage, donc le petit dyspraxique ne sera pas en difficulté à ce moment-là, mais dès qu'il y aura l'écrit, enfin le graphisme et tout ça, ça sera compliqué. Et donc là, tout d'un coup, cet enfant que cette mère voyait un peu différent, mais sans s'affoler, elle va comprendre qu'il est dans la difficulté. Et là aussi, ça va être compliqué parce que soit l'école va renvoyer assez vite quelque chose de violent en disant, en gros, pour l'école, il n'y a pas de 250 difficultés. Hein. Il est intelligent ou il ne l'est pas, ou il est autiste ou il ne l'est pas, ou il a un trouble du comportement ou il n'en a pas. Voilà. Donc ça devient très vite quelque chose d'un peu brutal. Et donc sur ces enfants de 3 ans, ce qu'on va vous dire, c'est ça ne va pas du tout, il faut voir un médecin. Voilà. Et là va commencer vraiment quelque chose de difficile, un parcours difficile, parce que quand on va chez un généraliste, et qu'on n'arrive pas avec une difficulté claire, parce que l'école ne vous dit pas il a des problèmes avec le graphisme. L'école vous dit il y a un problème de comportement, il ne fait pas ce qu'on lui dit. Voilà. Et donc, vous vous dites pourquoi il ne fait pas ce qu'on lui dit. Voilà. Et donc là va commencer une espèce d'errance, enfin un diagnostic, en tout cas en France c'est beaucoup comme ça. Donc on va chez le généraliste n'est pas formé, donc il ne sait pas, il ne connaît pas la dyspraxie, il ne connaît pas forcément l'autisme, il connaît la dyslexie, mais bon à cet âge-là il n'y en a pas. Voilà. Et donc à partir de là, alors chez nous dans ces cas-là on envoie chez l'orthophoniste parce que les orthophonistes sont les seuls remboursés par la sécurité sociale. Donc les ergothérapeutes et les psychomotriciens ne sont pas remboursés. Alors ça peut être très bien si c'est un trouble du langage, hein, c'est le bon interlocuteur. Le problème, c'est que si c'est pas un trouble du langage, par exemple, c'est un dyspraxique, c'est pas du tout le bon interlocuteur. Et donc après, peut-être avec un peu de chance, il ira chez le psychomotricien. Souvent, avant tout ça, en fait, il passe par le psychiatre. Voilà. Donc puisque cet enfant ne va pas bien à l'école, puisque évidemment, comme ça ne se passe pas bien, au bout d'un temps, il ne veut plus y aller. Hein. Donc on le traîne pour aller à l'école. Assez vite, il y a des troubles du comportement, hein, les petits dyspraxiques qui se mettent sous la table hein, au moment du collage, du découpage, etc., parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'y arrivent pas, ou ils se mettent en colère hein, quand ils essayent de dessiner et que ça ne marche pas. Et donc, en apparence, il y a des troubles du comportement qui, curieusement, n'existent pas forcément à la maison. Voilà. Et donc ça, ces difficultés-là, chez nous, c'est vite considéré comme une difficulté psychologique, puisqu'il est petit, c'est une difficulté psychologique. S'il manque de peau, il y a un frère qui vient de naître, ou une sœur qui vient de naître, ou un problème dans la famille, un divorce, etc. Alors là, c'est sûr que ça va direct chez le psychiatre. Et donc le psychiatre voit cet enfant, et en général, ce qu'il vous dit, c'est « je vois rien ». Je veux dire, il va bien, cet enfant, sur le plan psychologique, je vois rien de particulier. Voilà. Et donc là, les mamans, parce que c'est quand même souvent les mamans, même si j'ai bien vu que vous avez des députés qui démissionnent pour s'occuper de leur enfant, il se trouve que, je sais pas, on doit être plus rétrograde, mais chez nous, on n'en est pas là. Donc c'est quand même souvent les mères, malheureusement, qui sont en première ligne dans cette inquiétude-là, je veux dire, avant qu'il y ait le diagnostic. C'est-à-dire, il y a une inquiétude, et c'est vrai qu'elles ont une certaine solitude dans la recherche de diagnostic qui est difficile à porter. Et donc, à ce moment-là, elles vont commencer à faire de façon un petit peu anarchique tout
les spécialistes qu'elles vont pouvoir. Donc, ça va être le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'orthoptiste, enfin, tout ce qu'elles vont pouvoir, quoi, hein, en fonction des troubles qu'a l'enfant. Tout le monde va avoir son avis. Hein. De toute façon, c'est un petit peu comme à la maternité. Hein, quand il y a une maman qui vient d'avoir un bébé, tout le monde donne son avis. Hein, l'aide-soignante qui fait le ménage, la puéricultrice, tout le monde donne son avis parce que cette maman est perdue et tout le monde pense pouvoir l'aider en donnant son avis. Donc, dans le cas du handicap, du trouble du neurodéveloppement, c'est pareil, en fait. Tout le monde donne son avis. Donc, la grand-mère, la bouchère, l'institutrice, tout le monde donne son avis et vous envoie chez des professionnels de santé. Ce qu'il y a, c'est que personne ne coordonne. Okay, donc, l'orthophoniste dit, il n'est pas rentré dans les prérequis de la lecture. Okay. La psychomotricienne dit ouais, c'est une dyspraxie. L'ergothérapeute dit il y a un problème coordination œil-main. L'orthoptiste dit c'est un problème visuel. Et voilà. Et à la fin, en fait, les parents sont complètement perdus. Ils récupèrent certains bouts des diagnostics pour se raccrocher, mais il n'y a pas de diagnostic. Donc ça, c'est vraiment une réflexion à avoir, hein, je crois, quand on est professionnel de santé. C'est-à-dire que les gens arrivent à vous. Il faut absolument leur dire qu'il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui va coordonner les soins. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un médecin déjà qui élimine les diagnostics différentiels. Hein, c'est essentiel parce que des fois, on se gourre. Effectivement, il a des troubles qui ressemblent à un trouble praxique. Mais en fait, c'est un dysexécutif, par exemple. Ou alors, il a un problème neuro majeur et on ne le sait pas parce qu'on ne fait pas d'examen neuro évident en tapant les réflexes, etc. Mais en fait, il y a un syndrome pyramidal. Voilà. Donc, tous ces éléments font que je pense que vraiment un bon conseil à donner aux familles, plutôt que d'essayer de les aider tout seuls, c'est vraiment de leur dire il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour coordonner parce que vous allez en avoir besoin sur tout le cursus derrière. Et que moi, paramédicale, orthophoniste, psychomotricienne, j'y suffirais pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première difficulté. Alors chez nous, ça, c'est pas évident non plus parce qu'il faut trouver le professionnel de santé qui connaît quelque chose. Et donc en niveau de base, c'est-à-dire en ville, il y en a pas beaucoup. Ils ont des délais qui sont stupéfiants. Et si on passe en hospitalier, chez nous, c'est 1 à 2 ans de délai. Hein. Alors c'est vrai que quand on est sur un petit dysphasique ou un petit, même un dyspraxique qui va très mal parce que ça se passe très mal, c'est un peu long. Hein, voilà. Donc rien que tout ça, c'est déjà compliqué avant même le diagnostic. Je vais essayer juste de me repérer dans le temps. Ouais. Alors, ensuite, un certain nombre de fois, et c'est tant mieux, on arrive au diagnostic. Et ça, déjà, c'est un moment qui est clé et qui n'est pas évident. C'est un moment qui est clé et qui n'est pas évident parce qu'il faut faire une annonce de ce diagnostic. Et que l'annonce, elle est quand même assez violente. Hein. Alors, je vous raconte une anecdote. C'est une maman qui a une petite fille qui a 4 ans et demi, qui est gênée, en fait, qui a été élevée en crèche, ça s'est très bien passé, et il y a eu une difficulté majeure au moment de l'entrée en maternelle. C'est une petite fille qui avait un langage absolument extraordinaire, petite. Tout le monde se posait la question de la précocité, tellement elle parlait bien. Et puis en maternelle, on dit à la mère, elle a un énorme retard de langage. Première surprise. Elle fait pas ce qu'on lui dit. Enfin, effectivement, elle a des comportements d'opposition. Et puis surtout, au moment des siestes, etc., elle dort pas pendant la sieste et elle fait pipi systématiquement plusieurs fois dans le lit. Bon. Donc ça commence le parcours, donc psychiatre, qui dit que c'est rien, et puis un certain nombre d'intervenants. Alors, l'orthophoniste propose des groupes de thérapie comportementale à cette petite fille avec des enfants qui ont des problèmes pour respecter les règles. Elle fait 2 séances. Il y a un enfant qui pète complètement les plombs. La môme est terrorisée. Et l'orthophoniste dit non, je crois que je me suis trompée, c'est pas ce problème-là. La psychomotricienne, elle voit pas de psychomotricienne, elle continue à chercher. Et puis, finalement, il y a une psychiatre qui dit, écoutez, on va l'hospitaliser à Robert Debré pendant 2 semaines. Il y a un service qui regarde les enfants, parce que la question,
Ce que renvoyait aussi l'école beaucoup, c'est que peut-être elle était autiste ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il fallait chercher dans ce cadre-là. Bon, c'était pas le ressenti de la famille, mais bon, pourquoi pas. Et donc on l'hospitalise 2 semaines. Donc c'est un service où c'est des enfants de 2 à 4 ans qui sont en hôpital de jour. Hein, ils restent pas là la nuit et on fait tous les bilans en fait, hein, de l'EEG à la psychomote, etc. Et donc, on diagnostique à cette petite fille une dyspraxie, dans un service où on diagnostique des choses qui sont compliquées. Hein. Il y a aussi des syndromes génétiques graves, il y a des syndromes autistiques qui inquiètent, il y a des déficiences intellectuelles qui font peur aux parents, enfin, il y a toutes ces choses-là. Et donc, pour eux, la dyspraxie, c'est un soulagement. Hein, voilà, pour eux, ils se disent c'est pas très grave. Enfin voilà. Et donc ils délèguent donc les psychiatres délèguent donc l'annonce du diagnostic à l'interne. Sauf que l'interne, on est le 5 mai, il est arrivé le 2 mai. Voilà. Et donc, il rencontre les parents, donc, qui sont quand même au bout de déjà 2 ans et demi de démarche et de recherche et d'inquiétude. Et il leur dit, écoutez, elle est dyspraxique, donc c'est pas grave. Alors, eux, ils savent pas ce que c'est, hein, dyspraxie. Personne ne sait vraiment ce que c'est. Enfin, en tout cas, il y a 10 ans, personne ne savait. C'est pas très grave. Voilà ce qu'on va faire. On va faire des séances de rééducation de psychomotricité. Voilà l'ordonnance. Et puis, je vous prends un rendez-vous pour faire une déclaration de handicap. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe, à la MDPH, pour que les séances soient remboursées. Je vous prends un rendez-vous avec l'assistante sociale. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, la famille est un peu assommée, si vous voulez, hein, donc ils ne posent pas de questions. Et puis voilà, hein, c'est fini. Après, il n'y a plus de contact avec ce service médical. Ils reçoivent le compte-rendu un mois après. Ils ont juste ce rendez-vous pour faire une déclaration de handicap, alors qu'eux, ils n'ont pas compris ni ce qu'avait leur fille, ni qui avait le handicap, ni ce que ça voulait dire un handicap, qui ne sont pas arrivés au bout du chemin où ils se disent « ok, c'est un handicap ». Et donc, ces parents, avec ce rendez-vous, ils vont appeler l'assistante sociale, et ils vont lui dire « non mais nous, notre fille, elle n'est pas handicapée, donc on ne veut pas faire les papiers ». Ils vont annuler le rendez-vous, et il va leur falloir 1 an d'accompagnement à l'extérieur. Bon, il se trouve que ce n'est pas n'importe quel parent, il se trouve qu'ils ont des psychiatres dans leur entourage qui vont les accompagner à l'extérieur, des amis en fait, qui vont les accompagner pour comprendre le diagnostic. Mais finalement, le professionnel de santé ne l'a pas fait à ce moment-là. Voilà. Donc, je me disais, je pense que pour toutes les annonces diagnostiques, même si elles semblent légères, il faut prévoir un rendez-vous 1 mois après. Voilà. Il faut revoir les gens pour essayer de leur... Parce que sur le moment, ils sont sidérés, en fait, pas tous, mais c'est une des réactions, une sorte de sidération. Voilà. Donc, cette maman, elle raconte. Après, je suis retournée dans la voiture avec mon mari, il y avait la petite derrière. On se regardait comme ça, on n'osait pas se parler. Donc, c'est vraiment un moment de sidération. Ils ne peuvent pas penser et ils ne peuvent pas poser de questions, en fait, à ce moment-là. Et donc, il faut, je pense, avoir l'idée que systématiquement, 1 mois après, il faut qu'il y ait un rendez-vous, mais pas avec l'assistante sociale pour la reconnaissance de handicap. Ce n'est pas une bonne idée. Avec un médecin pour qu'il puisse poser les questions. Voilà. Alors, après cette annonce, il y a des annonces de diagnostic qui sont aussi un soulagement. Ce n'est pas toujours un choc, ça peut aussi être un soulagement, parce que vous avez des gens, ça fait des années, qui pensent que leur enfant est dyspraxique, et tout le monde leur dit non. Moi non, regarde comment il fait les puzzles. Ou ils pensent qu'il est autiste, et tout le monde leur dit mais non, c'est parce qu'il a un problème de regard. Voilà. Et enfin, on leur pose le diagnostic que eux connaissaient au fond déjà, à un moment, et ça, c'est un soulagement. Donc, mais parce qu'en fait, le chemin, ils l'ont déjà fait. Ce n'est pas tout à fait les mêmes parcours. C'est vraiment 2 parcours différents. Il y a ce parcours où il y avait une petite difficulté, mais vous ne saviez pas bien ce que c'était. Et tout d'un coup, on vous dit c'est un handicap, c'est un trouble du neurodéveloppement, et ça va rester. Et il y a ce truc où vous sentez bien qu'on est là dans la question du handicap, et où tout le monde vous dit le contraire. Voilà. Et donc, dans un cas, vous êtes soulagé, dans l'autre cas, vous êtes sidéré. Voilà. Et alors, une fois qu'il va y avoir... Donc après, si on est dans la première option, c'est-à-dire le choc, il y a nécessairement un temps de déni qu'il faut être capable de respecter. Voilà. C'est-à-dire que... Bon, et en plus, ce temps de déni, il va être alimenté par l'entourage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour des parents et autour de la mère en particulier, y compris le père un certain nombre de fois, qui avait à lui dire « mais non, elle n'est pas handicapée, c'est juste qu'elle est un peu maladroite » ou « mais non, elle n'est pas handicapée, c'est juste qu'elle parle un peu mal, parce que nous, on ne parle pas très bien dans la famille. » Donc, vous voyez, ce genre de... Ou elle est bilingue. Ah oui, d'accord, mais là, le bilinguisme, c'est une catastrophe, je veux dire, pour repérer
pour repérer les dysphasiques bilingues, c'est une catastrophe. Hein. Le nombre d'enfants, j'en avais un là, qui était polonais, je veux dire, et en CM2, il ne parlait pas correctement. On nous disait encore que c'était à cause du bilinguisme, hein, ce qui n'est pas possible, jusqu'au jour où on a fait venir une polonaise, hein, puisqu'il se trouve qu'il y avait une auxiliaire de vie scolaire qui était polonaise, elle ne comprenait rien non plus hein, en polonais. Hein. Voilà, donc il faut vraiment faire un petit peu attention. Donc le déni de l'entourage, c'est aussi une difficulté pour accepter le diagnostic. Alors, je vais dire le déni des pères parce que, alors je ne sais pas si c'est spécifiquement français, mais moi j'ai beaucoup observé hein, dans les familles que les mères, une fois que passé 1 ou 2 mois, elles ont fait des recherches, elles ont contacté des associations, au fond, elles savaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et elles se disent, je vais régler ça. Enfin, je vais le prendre, quoi. Je vais le prendre et puis on va faire tout ce qu'on peut et puis on va y aller, quoi. Et c'est vrai que souvent, j'ai vu pas mal de familles où il y avait un décalage de la prise en compte du père qui ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, OK, il a bien entendu, on lui a dit qu'il y avait un handicap, mais il ne veut pas. Donc, il ne veut pas que ça ait de conséquences sur le quotidien. Il ne veut pas que sa femme passe plus de temps avec cet enfant-là. Il ne veut pas plein de choses. Et donc, ça s'appelle un déni. Et ça va se régler, en fait, avec le temps. Mais des fois, j'ai vu, moi, des décalages de 1 ou 2 ans avec pas mal de disputes, hein, puis des risques à ce moment-là de rupture, évidemment. Puis après, il y a toute la famille. Et ça va être compliqué parce qu'au moment où les parents vont comprendre qu'il y a un handicap, ils vont aussi changer leur regard sur l'enfant, pas de façon négative, hein, mais sur les exigences qu'ils vont avoir, ils vont pouvoir modifier certaines choses pour le bien de l'enfant. Hein, par exemple, il mange salement, il mange salement. OK ? Tant pis, il mange avec ses doigts parce que c'est plus facile, hein, parce que s'il doit couper, etc., le soir, il est épuisé, on le laisse manger avec ses doigts. Sauf que quand à côté, vous avez tous les petits cousins au repas de famille, et que celui-là, il mange avec les doigts et que vous le laissez faire, vous avez toute la famille qui n'est pas très contente. Hein, voilà. Et ça c'est vrai dans la famille. Voilà. Donc, moi, j'essaye de dire aux parents, on peut essayer d'expliquer. Et puis, à un moment, faut se protéger aussi. Hein. Il y a des moments où la famille, elle ne peut pas entendre non plus. Hein, voilà. Donc, moi, ça m'est arrivé, hein, personnellement, de me mettre un peu plus à distance pour protéger une de mes filles, hein, parce qu'il y en avait un qui ne comprenait pas. Donc, par exemple, elle arrivait au restaurant, elle voulait prendre le bonbon qui était sur la table, ça tombait, et puis la réponse, c'était « ça commence bien ». Voilà. donc voilà. Donc, dit comme ça, de façon répétée, pour les parents, c'est complexe, quoi. Donc, quand on est bien assis, comme j'étais, puisque j'ai aussi la chance d'être une professionnelle, ça va aller. Mais quand on est mal assis, qu'on est parent un petit peu en difficulté, c'est pas évident. Hein, voilà. Donc je pense que, alors moi, dans ces cas-là, ce que je dis aux mères, c'est écoutez, faites-vous confiance. Ça me paraît fondamental. Et rappelez-vous à la maternité, à un moment, hein, vous avez pris le lead et vous avez dit c'est moi qui vais décider maintenant. Hein, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais par exemple en France, moi quand j'étais à la maternité, j'allaitais ma fille, il y avait les puéricultrices qui disaient il faut allaiter toutes les 4 heures, ou l'inverse, je ne sais plus. Et les sages-femmes qui disaient c'est à la demande, c'est l'inverse je crois. Les puéricultrices c'était à la demande et les sages-femmes c'était toutes les 4 heures fixes. Bon, avec ça, voilà. Donc, j'ai compris d'emblée que j'allais faire comme je voulais, ok ? Et je pense qu'à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui est, c'est moi la mère compétente et c'est moi qui décide. Et je dis toujours aux parents, quand vous avez un enfant avec un trouble du neurodéveloppement, je dis aux mères, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vous qui savez ce qu'il faut pour votre enfant et c'est vous qui décidez avec ce que vous êtes vous. Et si au fond de vous avez le sentiment que là, votre enfant, c'est pas de sa faute s'il est en train de manger salement, c'est pas de sa faute s'il fait pipi à côté, c'est pas de sa faute s'il n'arrive pas à se déshabiller, et que vous avez envie de l'aider, ne vous empêchez pas de le faire à cause du regard social. Voilà. Même si ça va être compliqué. Hein. La question que j'ai le plus souvent en conférence sur les enfants dyspraxiques, c'est par les enseignants, c'est systématique. Oui, mais vous ne pensez pas qu'il a du mal à s'habiller parce que sa mère l'habille ? Ça, je l'ai 1 fois sur 2. Et à chaque fois, je dis non. En fait, c'est l'inverse.
c'est parce qu'il a beaucoup de difficultés à s'habiller que sa mère l'habille, et il faut qu'elle le fasse, parce que lui, il a déjà toute sa journée d'école à gérer, et si dès le matin, il faut qu'il fasse 50 km de vélo avant de venir à l'école, il ne passera pas la journée. Donc, je rassure les mères là-dessus, quand je les vois sur les études, je leur dis, vous affolez pas, il saura s'habiller, il n'y a pas d'enfant dyspraxique de 20 ans qui ne sait pas s'habiller, donc ce n'est pas un objectif en soi. Et il apprend à s'habiller pendant les vacances. Et puis voilà. Mais quand il y a école, on ne l'habille pas. Et ça, c'est un geste social qui est compliqué. C'est rien que ça, c'est compliqué. Donc ce regard de jugement, en fait, qui est porté en permanence par la société, et, il faut être capable de s'en détacher. Et là-dessus, je pense que les professionnels de santé, ils ont un rôle dans la déculpabilisation des parents, en leur disant oui, effectivement, mais ne faites pas attention à ça parce que vous avez raison de l'aider là-dessus. Je pense que ça, c'est important. Et puis, il va y avoir la difficulté vis-à-vis de la fratrie, parce que quand le handicap surgit, c'est pas qu'on s'intéresse moins à l'aîné ou au second ou au troisième, c'est pas du tout ça la question, c'est qu'on est quand même beaucoup plus inquiet en tant que parent pour celui qui est en situation de handicap et que les autres enfants le sentent, et qu'en plus on est obligé de modifier les exigences. Alors, pour des enfants qui pensent que si tu me demandes de mettre la table, tu dois aussi demander à ma sœur de mettre la table. Sauf que, oui, mais ta sœur, elle est dyspraxique. Donc, si je lui demande de mettre la table là, maintenant, tout de suite, alors qu'elle est fatiguée, on n'aura plus d'assiette. C'est un peu compliqué. Et donc, ça va obliger aussi à négocier, à expliquer, à prendre en compte la fratrie. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les parents. Et pour tout ça, je pense qu'il faut être capable de les accompagner. Et alors, après le diagnostic, malheureusement, on n'en a pas fini. Voilà. Et donc ça, je ne sais pas s'il faut le dire aux parents sur ce moment-là, parce qu'ils auront le temps de s'en rendre compte. Voilà. Et que si on leur dit, oula, on vient de diagnostiquer une dyspraxie, ma pauvre dame, vous en avez pour 15 ans de suivi de l'enfant, on va les déprimer tout de suite. Puis en plus, ça ne va pas être facile, on va les déprimer tout de suite. Voilà. Donc, comme on ne sait pas comment ça va évoluer, parce qu'au fond, on ne sait quand même pas grand-chose sur les troubles neurodéveloppementaux. Donc, on sait des choses en général, mais pour un enfant donné en particulier, on ne sait pas en fait comment il va évoluer vraiment. Voilà. Quels seront les besoins de prise en charge, on a des idées globales, mais on ne sait pas. Donc, aucun de nous ne peut réellement prévoir l'avenir de cet enfant-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour aider cet enfant-là, en étant quand même assez raisonnable. Donc ça, c'est ce que j'appelle la gestion des rééducations. Il faut gérer les rééducations, et ça, là, vraiment, quand vous êtes professionnel de santé, vous êtes en première ligne là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment être déjà sur il faut prendre un temps, en fait, assez long pour essayer de comprendre ce qui est important dans cette famille-là. Voilà. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout pour les lacets. Apprendre à faire des lacets, ce n'est pas du tout mon truc. Michel Mazot, que vous connaissez peut-être, qui est une grande neuropsychologue française qui a suivi des centaines d'enfants dyspraxiques, elle est contre les lacets. Et elle me raconte qu'une fois, elle a prescrit une rééducation de lacets à un enfant dyspraxique. Pourquoi ? Parce que le rêve de cet enfant-là, c'était, comme ses frères et sœurs, de pouvoir mettre les chaussures de foot avec les crampons, là, et puis de mettre les lacets autour de la chaussette pour qu'il puisse être comme tout le monde. Et pour lui, c'était fondamental. Donc on va évidemment pas apprendre à tous les enfants à faire des lacets, mais celui-là, c'est important. Voilà. Et je pense que c'est important de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui va être possible dans cette famille-là, y compris quand on met des moyens de remédiation. C'est pas du tout la même chose de mettre un ordinateur, et Dieu sait si je suis partante pour l'ordinateur, dans une famille comme la mienne, où il y a 2 parents chercheurs qui ne travaillent qu'à l'ordinateur toute la journée, et dans une famille où ni le père ni la mère n'ont jamais allumé un ordinateur. Voilà. C'est sûr que ça va pas nécessiter le même accompagnement. Donc déjà, on va être obligé de travailler un petit peu différemment, et que peut-être on ne pourra pas le mettre aussitôt, malheureusement, sauf si on fait un accompagnement. Voilà. Donc il y a vraiment toutes ces parties-là, je pense, à bien penser. Et là-dedans, il faut aussi essayer d'évaluer les envies des parents, essayer de résister à leurs envies de normalité. Voilà. Tout parent,
Et alors, à un moment, j'étais coordinatrice, gestionnaire d'une liste de parents. J'ai fait ça 3 ans, j'ai trouvé ça assez épuisant et j'ai arrêté. Mais ce qui ressortait, donc c'était des enfants dyspraxiques, alors des enfants avec des troubles praxiques, il y avait une multitude de diagnostics. J'ai vu 2 choses dans cette liste-là. J'ai vu d'abord que tout parent qui arrivait sur la liste, nouvellement arrivé, était convaincu que son enfant était moins handicapé que ceux qui étaient déjà sur la liste. Ok, moi compris quand je suis arrivée. Hein. Voilà. Donc, on est tous convaincus de ça au départ. Et puis après, on se rend compte que, ben non, en fait, ils sont différemment handicapés, mais les degrés sont quand même assez importants en général. Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait une partie des parents qui gardaient l'illusion qu'ils allaient trouver la thérapeutique magique qui allait normaliser l'enfant. Voilà. Et donc, c'était assez frappant parce que je les voyais. Donc ça peut aller de la graphothérapie jusqu'au truc neurofeedback qu'ils ont vu je ne sais où, jusqu'au SMEL, au truc, enfin voilà. Mais voilà, ça pouvait être aussi bien des prises en charge, comment dire, un petit peu académiques que des prises en charge complètement à côté. Et je les voyais. Bon, donc il y en a un certain nombre qui font comme ça une consommation de soins diverses, sans que ce soit coordonné toujours, parce que dans ces cas-là, c'est pas coordonné. Mais ce qu'ils ont au fond, c'est qu'à la fin, ils veulent normaliser. Et dans la dyspraxie, ce qu'ils veulent normaliser, c'est l'écriture. Hein. Ils ont l'illusion qu'à un moment, ils vont pouvoir rendre cette écriture fonctionnelle. Voilà. Et donc, il faut pouvoir, quand on est ergothérapeute, à certains moments, dire oui, mais OK, attention, parce que oui, son écriture s'améliore, mais là, vous voyez, il est en 6e et il écrit à la vitesse d'un enfant de CE2. Donc, il va falloir pouvoir rentrer d'autres outils. Et c'est vrai que quand on rentre l'ordinateur, il y a moins d'écriture manuscrite et l'écriture s'améliore moins. Mais ça permet une certaine fonctionnalité. Voilà. Donc c'est pas évident, en fait. Il faut prendre en compte ce que sont les parents sans pour autant se faire embarquer dans des illusions. Donc voilà, donc ça peut nécessiter ça peut être aussi par exemple des enfants qui sont ultra fatigables et donc bien sûr la scolarité, mais ils sont conceptuellement bien là et donc bien sûr la scolarité elle doit être diplômante, elle peut aller dans des études générales, etc. Mais pour autant, le bac en 1 an, enfin chez nous le bac c'est 10 épreuves. Hein, donc c'est énorme, c'est beaucoup de matière. Et le bac en 1 an, dans ces conditions-là, des fois, c'est pas possible, quoi. Donc on va être obligé de faire admettre qu'il va falloir un bac sur 2 ans. On va être obligé, ce que faisait beaucoup Michel Mazot, quand elle suivait des enfants, c'était de retirer des matières. Alors c'est pas simple hein, avec le système scolaire, mais en 6e, par exemple, nous, on a de la techno, elle retirait ça, et elle faisait 1 année sur 2 en alternance histoire géo SVT parce que c'est pas des matières. On peut faire 1 année sur 2 sans être gêné. Vous voyez ce que je veux dire? Si on comprend la méthodo, on peut rater 1 année d'histoire. Bon, on rentre les grands trucs historiques par des films, enfin on se débrouille quoi. Mais ils vont pas faire ces 1h30 de cours là. Voilà. Et donc en faisant comme ça, elle évitait l'épuisement. Hein, voilà. Donc la gestion des rééducations, ça veut dire aussi qu'il faut penser un petit peu au quotidien des parents et au quotidien de l'enfant. Hein, c'est une évidence. Hein, c'est-à-dire qu'on a un objectif. Il faut évidemment toujours avoir des objectifs. Enfin, moi, je me souviens, la première psychomotricienne à laquelle on m'a envoyée, c'était une stagiaire. Et donc, on m'avait envoyée là et je lui dis, en fait, vous allez faire quoi avec Manon? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, OK. Et alors, en fait, le projet pour Manon, c'est quoi? Je ne sais pas. Ah, bah d'accord. Alors, voilà. Et donc là, vous allez... voilà. Et donc on a fait 2 séances comme ça. Au bout de 2 séances, elle savait toujours pas ce qu'elle allait faire et on a changé de psychomotricien et là on a mis en place un projet. Mais je crois que c'est important quand même de pouvoir dire aux familles, alors pas forcément la première séance parce qu'il y a besoin d'observation, etc. Mais de pouvoir avoir des objectifs assez clairs qu'on va réévaluer et puis aussi pour qu'on sache si on n'arrive pas à tenir ces objectifs parce que c'est pas possible. Ben peut-être que faut laisser tomber quoi, parce que peut-être que les mercredis après-midi, le petit, c'est peut-être mieux qu'il aille jouer plutôt qu'il vienne en psychomotricité. Et alors, il va falloir d'autant plus réfléchir en fonction du trajet. Hein, voilà.
parce que ce que impose la rééducation à la famille, c'est parfois, on vous l'a dit ce matin, je veux dire, il faut pouvoir emmener les enfants en rééducation. Bon, j'ai une famille comme ça, qui a un enfant qui a un énorme trouble du neurodéveloppement, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et la maman l'emmenait chez une orthophoniste qui fait une méthode de lecture que je n'ai jamais vue, je ne sais même pas ce que c'est, enfin, je ne comprends pas son truc, Ghislaine Dehaene non plus. C'est 1h30 aller, 1h30 retour, vous voyez, pour chaque séance. Voilà. Et la méthode, on ne la comprend pas. Donc, on a essayé de trouver une orthophoniste plus... Mais c'est un coût. La maman, elle a que ça. Ils sont en pleine Cambrousse, je ne sais pas où. Elle a que ça comme ressource. En fait, c'est la seule orthophoniste qui avait des places. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle est allée là. Bon, peut-être qu'on comprend pourquoi celle-ci a des places, mais voilà. Mais c'est compliqué quand même, vous voyez, d'imposer ça à une famille si on n'est pas certain d'avoir un objectif. Il faut que tout le monde soit d'accord sur l'objectif et puis qu'on essaye d'avancer là-dessus. Et bon, alors en France, elles ont une règle qui n'est pas plus de 3 mains sur un enfant, mais 3 mains, c'est 3 séances de rééducation. 3 mains, ça veut dire 3. C'est déjà énorme pour des petits. Voilà, donc ça peut être assez complexe. Bon, et je ne parle pas, j'avais une maman qui en avait 3 enfants dyspraxiques, donc vous multipliez le nombre. Voilà. Alors ensuite, en France, chez nous, ce qui va être très compliqué, c'est la gestion de l'école. Donc je ne sais pas du tout si chez vous c'est comme ça, mais alors chez nous, en France, on a une loi qui est la loi de 2005, qui est une super loi, qui gère tous les aspects des personnes en situation de handicap. Et pour les enfants, chaque enfant en situation de handicap est inscrit dans l'école de rattachement de façon obligatoire. Voilà. Après, tous les enfants ne vont pas aller être scolarisés si ce n'est pas le lieu le meilleur pour eux. Voilà. Mais disons que pour, en gros, tous les enfants 10 et un certain nombre d'enfants autistes vont être inclus à l'école ordinaire si c'est le souhait des familles. Voilà. Après, cette loi, donc il faut comprendre que ça a été un peu brutal parce que du coup, ça a changé la mission des enseignants, qu'évidemment, ils n'ont pas prévu la formation qui allait avec, et que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec des enfants en situation de handicap avec aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je veux dire, le mot dyspraxie, après 10 ans du cartable fantastique, je pense qu'il est à peu près connu dans l'éducation nationale, mais il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était. Voilà. On a eu un article dans Le Monde récemment qui parlait de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, et il y avait Serge Ebersol qui parlait là-dedans, et il disait, au fond, toute la coordination de la scolarité et du milieu paramédical, en France, elle est déléguée aux parents. Et c'est vrai. Voilà. Donc, moi, j'en ai une maintenant qui a passé son bac, j'en ai une qui est scolarisée à domicile, mais avant ça, là, je ne serais pas là avec vous. Parce qu'avant ça, à la rentrée, moi, je commençais par voir tous les enseignants des 2. Donc, ça me faisait, au collège et au lycée, ça m'en faisait, je ne sais pas moi, une bonne quinzaine, à aller convaincre avec tout celui qui ne veut pas l'ordinateur, celui qui ne veut pas le temps majoré, celui qui ne veut pas réduire les questions, etc., etc. Celui qui dit que oui, mais il veut bien vous donner rendez-vous, mais il a cours à 8h, il vous donne rendez-vous à 8h moins 10, donc il y a 10 minutes pour placer tous vos... Enfin, voilà. Donc ce chemin avec l'école, chez nous, en tout cas, c'est ce qui fait pleurer les mères. C'est très simple. Moi, quand je vois les mères dans mon bureau pour les études, les enfants partent faire les travaux avec une ingénieure ou une postdoc, faire les travaux, les tâches cognitives. Moi, je reste avec les mères et je discute. Dès que j'aborde la question de l'école, j'ai un paquet de mouchoirs parce que toutes, systématiquement, elles se mettent à pleurer. Voilà. Donc tout est compliqué en fait à l'école, parce que y a un regard qui est un petit peu difficile. Alors ma fille, elle résume ça très bien. Elle a 16 ans maintenant. Elle dit voilà, tu sais, c'est très très simple à l'école. Quand tu es en situation de handicap, soit tu es un moins et personne n'a envie d'être un moins, voilà. Soit tu es un profiteur, mais il n'y a pas de il y a pas de milieu. Voilà. Et donc les parents, ils vont se retrouver dans une situation extrêmement inconfortable, qui va être de convaincre que l'enfant peut faire quelque chose, il n'est pas qu'un moins, il est un enfant qui peut faire plein de choses, voilà, et que pour autant, il va avoir besoin d'aménagement pour pouvoir faire ces choses-là. Et ça, c'est assez complexe. Voilà. Donc, la gestion de l'école, chez nous, c'est quelque chose qui tue les mères. Voilà. Nous, on a fait une expertise collective INSERM. C'est un truc où on collecte tous les articles sur un trouble et on fait des auditions
Et on a auditionné les deux associations de familles de dyspraxiques et ils nous ont raconté que depuis quelque temps, hein, ce qui n'arrivait pas avant, parce que c'est les enfants qui, avant c'est les enfants qui allaient mal et qu'on était obligé de déscolariser en catastrophe. Donc c'était pas forcément mieux. Maintenant, on n'est plus, ça arrive de moins en moins. On n'est plus obligé de déscolariser les enfants en catastrophe. Mais ce qui nous arrive, c'est que les mères font des burn-out quand les enfants ont 14 ans à peu près, hein, au moment du collège. Elles n'en peuvent plus en fait. Hein. Ça fait des années qu'elles soutiennent. Alors ça, c'est aussi une des difficultés. Et c'est pour ça que le cartable fantastique est né. Hein. C'est que en fait, ce que font les mères, c'est que, ok, il n'y a pas les aménagements à l'école. Il n'y a pas... On n'a pas donné les photocopies pour la leçon en primaire. On ne l'a pas fait non plus en sixième. L'enfant, il arrive, il a écrit ce qu'il pouvait. Et en général, il en manque les 3/4. Alors, elles font quoi? Alors, au début, elles font le tour des petits copains. Au bout d'un moment, les petits copains, voilà. Après, elles vont chercher sur Internet les cours, puis après, elles les refont, les cours. Hein, voilà. Donc, en fait, le môme et la mère, ils ont une double journée. C'est-à-dire que dans la journée, il n'a pas appris ce qu'il devrait apprendre parce qu'il n'avait pas les aménagements nécessaires. Et tous les deux, le soir, en fait, ils recommencent. Ils refont tout ce qui n'a pas été fait dans la journée. Et ça, moi, je suis contre à fond. C'est une catastrophe. C'est épuisant pour tout le monde. Alors, ils ne se disputent pas parce que l'enfant est conscient que sa mère essaye de l'aider et la mère est consciente que son enfant fait du mieux et qu'il est fatigué. Donc, ce n'est pas source de conflit. Mais c'est épuisant pour les deux. En fait, voilà. Donc le cartable fantastique, il est né pour ça. Hein, l'idée, c'était qu'on adaptait toutes les ressources pour que l'enfant puisse être autonome en classe. Hein, voilà. Et donc, en l'occurrence, c'était le cartable fantastique de Manon, hein, qui est ma fille, parce que mon idée, c'était ça. Je m'étais dit, non, je ne serai pas à côté le soir. Par contre, donc c'est pas beaucoup moins fatigant hein, si c'est pas aménagé. Par contre, j'adapterai toutes les ressources pour qu'elle puisse les faire en classe. Hein. Donc ça veut dire que les enseignants me donnaient les ressources et que moi je réadaptais. Okay, voilà. Alors maintenant, avec le cartable, il y a des ressources carrément sur le site. Hein. On a une banque d'exercices, par exemple, qui prend tout le programme de français, par exemple, et qui permet que les enseignants puissent piocher des exercices à la fois pour les enfants standards sur papier et pour les enfants qui ont besoin du numérique sur l'ordinateur. Voilà. Mais essayer de faire avancer les parents là-dessus, c'est important parce que, alors, du coup, ce que j'observe, c'est que elles tiennent. Le primaire, ça va encore, ça tient. Mais effectivement, au collège, ils ne peuvent plus. Et puis alors, j'ai été beaucoup parent d'élèves. Enfin, je ne sais pas si vous avez ça ici, mais nous, on a une espèce de conseil de classe tous les trimestres. Il y a des représentants de parents d'élèves. Et on a cette mode en France des contrôles communs. Donc les contrôles communs, c'est toutes les matières, c'est la même semaine. Voilà. Et j'ai des mamans qui écrivent aux délégués de parents sans savoir que je vois ce que c'est que le handicap, qui disent mais j'en peux plus. Là c'est en général, c'est en fin de trimestre. Il y a tous les contrôles communs à réviser. Et mon fils n'en peut plus, il est dyslexique, il n'en peut plus, et moi non plus, j'en peux plus. Est-ce qu'ils ne peuvent pas étaler un petit peu plus les contrôles communs? Et voilà. Et elles en pleurent. Hein, c'est des mères qui en pleurent. Voilà. Donc cette idée-là, je pense qu'elle est. Il faut essayer à la fois de mettre des accompagnements pour que l'enfant puisse être le plus autonome possible. Il faut essayer de dire aux parents, va falloir lâcher certaines matières, certains moments. C'est pas grave. C'est pas grave s'il n'a pas 15 partout, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas grave, quoi. Il y a des moments où on va... Si c'est pas du tout adapté, par exemple, la techno, c'est pas du tout adapté, c'est pas adapté. Il aura 2 en techno. Vous allez mettre une énergie démesurée à essayer de lui faire comprendre comment ça marche, les rouages d'un vélo, par exemple. Laissez tomber, quoi. Tant pis, cette leçon-là, tant pis, il aura 2, il faut discuter. Voilà. Mais c'est pas ça qui empêchera une carrière. Mais pour que tout ça soit possible, il faut que tout le monde ait bien dans la tête un projet. Et non pas cette question de la normalité. Donc un projet, c'est, quand on est face à un enfant dyspraxique, c'est quoi le projet? Je veux dire, est-ce que cet enfant-là, on pense qu'il va aller au lycée général et il va avoir un bac? Est-ce que son rêve, c'est, je sais pas, j'en ai un, son rêve, c'était de travailler avec les tracteurs, etc. Enfin, c'est quoi le projet? Et en fonction, il faut pouvoir retirer des choses pour que ce soit moins lourd pour la famille et pour l'enfant, mais dans un but de projet. C'est-à-dire, on ne retire pas au hasard. On ne retire pas le dessin à un dyslexique s'il veut être dessinateur. Par contre, à un dyspraxique, on va retirer le dessin parce que dessinateur, il ne le sera jamais et qu'il n'aime pas ça. Sauf ce petit-là, parce que bon, il fait des dessins, il ne sera pas dessinateur, mais lui, il adore.
le dessin. Voilà. Donc, en fonction de chaque enfant, on va adapter. Et il faut qu'il y ait un projet pour pouvoir retirer des matières. Parce que sinon, la mère, elle ne lâche pas, quoi. Elle va pas lâcher la techno. Si on lui dit, mais la techno, il n'y en a pas, il va faire... Cet enfant-là, il veut être je sais pas moi, informaticien. Il a tout à fait les moyens conceptuels. Il n'a pas besoin de la techno là pour ça, parce qu'il n'y en a pas au lycée. Donc, si on vire la techno, c'est pas grave. Voilà. Donc il y a vraiment une gestion, et là vraiment, je pense qu'un regard extérieur, c'est intéressant. Dans le lien avec les rééducations, il y a quelque chose, et avec les médecins, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de jugement qu'il va falloir abandonner. C'est-à-dire que, alors ça nous est arrivé, nous, dans notre famille, on a beaucoup été suivis par une médecin en rééducation à un moment, et elle avait une idée sur le sport qui était son idée. Elle pensait que le sport, c'est bon pour la santé, il faut en faire. Bon, moi, je déteste le sport. J'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait un peu, mais j'aime pas ça. Et en gros, nos vacances, c'est le Festival d'Avignon théâtre. Okay, donc elle me disait, les vacances, il faut faire du sport, etc. Alors, Festival d'Avignon, c'est pas très adapté. Les week-ends, il faut que Manon elle aille à la piscine. Tous les week-ends, vous allez faire de la piscine, ça vous fera du bien, etc. Alors, je sors du rendez-vous en me disant, bon, faut faire sport, tout ça. Bon, effectivement, plutôt que d'aller au Festival d'Avignon, on ira faire, je sais pas moi, du canoë, enfin, etc. Puis quand même, j'étais un peu déprimée, donc j'écris à Michel Mazot. Je lui dis, voilà, elle m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit, mais enfin, Caroline, c'est quoi ces âneries là ? C'est son avis personnel là. On n'est pas dans le, il n'y a pas d'indication médicale particulière à ce que tu passes tes vacances à grimper dans la montagne si tu préfères aller faire du théâtre. Je veux dire, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'était son avis, c'était son choix de vie. Et ça, faut faire attention parce que c'est compliqué. Voilà. Donc dans ma famille, j'ai une belle-sœur qui me dit ça à chaque fois qu'elle sort de chez la neuropédiatre, elle se sent jugée. C'est un souci, quoi. Voilà, c'est un souci. Et alors, elle se sent jugée. Puis alors, elle a aussi un enfant qui a un trouble dysexécutif. Voilà, il rentre en seconde. Il y a un trouble praxique aussi. Et probablement, peut-être à un moment, il va falloir mettre un accompagnement humain. Voilà, parce qu'on est sur de l'écriture scientifique, etc. Et qu'à l'ordi, c'est beau être des enfants du cartable qui savent taper depuis qu'ils ont 6 ans. Taper des formules de maths, ça ne le fait pas. Ça le fait un peu, mais ça ne le fait pas sur des épreuves de bac de 4 heures, etc. Et en fait, donc moi, j'avais commencé à discuter avec elle là-dessus. Et puis, la neuropédiatre lui dit, mais enfin, vraiment, vous croyez ? Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée ? De toute façon, il ne fera pas un bac général. Il y a le gamin qui est là, il y a la mère qui est là. C'est compliqué, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit pour que les parents ne se sentent pas jugés, parce que c'est leur choix, quoi. Voilà, c'est leur choix. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont leur choix, même si on peut argumenter. Par exemple, mettre ou pas un ordinateur, continuer ou pas l'écriture, c'est des choses qu'il faut pouvoir discuter avec eux, parce qu'en partie, c'est leur choix. Voilà. Et bon. Et et je pense que ça doit être d'autant plus leur choix que nous, on est limité sur les arguments scientifiques, en fait. On n'a pas la méthode, on ne sait pas actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qui sort un certain nombre d'enfants de leur trouble du neurodéveloppement. Aucun de nous, on l'a fait pour la dyspraxie, c'est frappant, il n'y a aucune étude qui permette de sortir des techniques avec des preuves suffisantes. On a des niveaux de preuves qui sont bas, globalement, dans les troubles du neurodéveloppement. Et à cause de ça, ça nous oblige à une extrême humilité quand on propose des choses, en fait. Voilà. Et l'autre point qu'il faut essayer de limiter, et c'est pour ça que j'aime pas tellement les aigris anglo-saxons à destination des parents, c'est le coût de la rééducation tout le temps, quoi. Je veux dire, il y avait il y a un truc sur la dyspraxie qui s'appelle, qui est publié chez Tom Pouce, où il y a, enfin, même aux toilettes, il faut qu'il fasse des mouvements avec ses jambes, quoi. Enfin, donc en permanence, on est dans de la rééducation. C'est pas possible, ça. Je veux dire, on peut pas être dans une suite de rééducation. Voilà. Moi, j'essayais de dire aux familles, écoutez, ok, pendant l'année, vous faites le travail, etc. Pendant l'été, stop. Il est tout nu, s'il est petit, il est tout nu, il se balade dans le jardin tout nu, il s'habille pas le matin. Si c'est une fille et qu'il faut sortir, on lui met une robe, hyper simple. On lui met une robe hyper simple à mettre, mais on ne s'embête pas. S'il ne veut pas mettre de chaussures, il met juste des tongs, ce qu'il veut. Mais l'été, laissez-le se reposer, et surtout pas de travail scolaire.
vous rattrapez pas toute l'année pendant l'été, c'est pas possible. Hein, voilà. Parce que l'année va être extrêmement lourde déjà et qu'on ne peut pas rajouter des choses. Alors, attendez. Voilà, il est déjà 16h54. Donc là, je pense que je vous ai donné le plus d'éléments possible. Alors, chez nous, le gros problème, c'est l'arrêt du travail des mères. Hein. Donc, chez vous, je pense que c'est assez... Voilà. Pour des dyspraxiques simples, moi, ça me rend malade. Hein. Je ne vois pas ce qui contraint l'arrêt du travail, si ce n'est le mauvais accompagnement par l'institution scolaire, en fait, hein, qui fait que... Et ces rééducations partout où on ne pense pas forcément au fait que la maman, là, s'il n'y a pas un système de transport pour emmener son enfant, elle va sortir 3 fois par semaine à 15 heures et que donc elle ne va pas pouvoir continuer à travailler. Mais ça reste très fréquent, vraiment j'ai des mamans qui arrêtent de travailler avec des mômes qui ont des similitudes à 19, hein, donc des QI au plafond et une dyspraxie simple. Elles ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'il faut qu'elle les récupère trop souvent pour les rééducations, parce que le soir, il y a le travail, et ça ne s'arrête pas avec le collège et le lycée, parce que la quantité d'aide qui est demandée devient plus importante. Voilà. Donc, il n'y a plus les rééducations, mais ça ne s'arrête pas. Alors, là, je reshift sur la casquette de chercheur en sciences cognitives. Donc, l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire quand on est chercheur en sciences cognitives pour essayer de faire avancer tout ça. Hein. Donc, ça a été la démarche qui est la mienne depuis 10 ans. Donc, d'abord, il faut essayer de faire comprendre ce que sont les troubles neurodéveloppementaux. Donc, alors, tout le monde connaît la dyslexie. Le trouble de l'attention, les gens connaissent le nom, mais la plupart, ils n'ont rien compris à ce que c'est, en fait, le trouble de l'attention. Ils voient le trouble du comportement quand il y en a. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un trouble de l'attention sans trouble du comportement. Il y en a plein, donc il y a encore pas mal de boulot. L'autisme, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de formes. Tous les troubles du spectre de l'autisme sont tellement différents que là non plus, personne n'y voit grand-chose. Donc il faut... et la dysphasie... ils ne connaissent même pas le nom. Hein. Donc la dyspraxie, c'était le cas il y a 10 ans. Maintenant, je crois que c'est de plus en plus connu, mais pas complètement encore. Donc voilà, donc une technique, c'est évidemment d'écrire, donc écrire des livres grand public. Donc c'était le cas du livre L'enfant dyspraxique. C'est de faire des émissions aussi, accepter de faire des émissions grand public. Donc vous l'avez ici, la dyspraxie... c'est pas la dyspraxie, c'est les troubles 10 du CEPA sorcier. Donc ça, c'est Manon quand elle était petite. Voilà, c'était son rêve de faire un CEPA sorcier. Donc voilà. Et donc nous, on a été experts à Neurospin pour expliquer aux gens de CEPA sorcier. Donc c'est des gens extrêmement sérieux. Il faut savoir ça par rapport à tous les journalistes qu'on a vus dans plein de conditions. Eux, ils font un travail de recherche documentaire pendant 2 mois avant de filmer. Donc ils ont vraiment un grand temps, ils avaient, parce que je crois que c'est de préparation pour essayer de comprendre ce qui est le trouble, et ensuite ils réfléchissent à comment ils vont filmer, quel scénario, etc. Mais des émissions comme ça, ça aide énormément à faire comprendre. Et puis c'est utilisable avec les enfants, évidemment, mais nous, on l'utilise beaucoup avec les adultes. Alors, on dit que c'est pour les enfants, mais en fait, c'est pour passer les messages aussi aux adultes, donc les auxiliaires de vie scolaire, les enseignants, la famille. J'ai une belle-sœur qui me disait « Oui, j'ai montré aux enfants 3 fois, mais en fait, c'était pour mon mari, parce qu'il a toujours eu du mal à comprendre la dyspraxie de sa nièce. » Donc voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire. Voilà. Il y a aussi le travail, parce que la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on n'est pas beaucoup d'experts au fond, et donc on ne va pas pouvoir se faire des conférences partout, se dédoubler, etc. Et donc on a intérêt à faire monter en compétence toutes les associations de famille pour qu'ils puissent comprendre les difficultés et aussi à leur niveau, réexpliquer. Voilà. Et puis, une des approches, ça a été celle du Cartable Fantastique, qui est donc une association qui a pour mission de faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap, mais plus particulièrement dyspraxiques. Et donc, on développe des ressources qui sont mises à disposition gratuitement. Il y a des formations aussi en direction des enseignants qui sont faites par la directrice de l'association, qui est une ancienne enseignante. Et là, l'idée, c'est vraiment de croiser les regards. Donc, la méthodologie, c'est la suivante. On part du repérage des besoins des enfants. Et ensuite, on croise les regards entre les enseignants et les chercheurs, mais il faut bien comprendre qu'on est au même niveau. C'est-à-dire que l'enseignant, le médecin que je peux être, ne sait pas plus, son expertise n'est pas meilleure
que celle de l'enseignant, elle est juste pas la même. Et donc c'est pas moi qui peux dire toute seule, c'est pas elle qui peut dire toute seule, c'est à nous deux, plus les gens qui sont autour, qu'on va chercher une solution qui sera meilleure que celle qu'on aurait fait séparément. C'est pas une négociation. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où chacun rabat de ses volontés, de ce en quoi il croit. Parce que ça, c'est ce qu'on fait de pire. C'est vraiment une discussion, une construction. Alors, on s'engueule un certain nombre de fois, mais à la fin, ça sort une solution avec laquelle on est toutes les deux contentes. Et après, on montre ça aux autres enseignants du cartable, et puis on teste ça avec les enfants. Et ensuite, il faut que ça marche en classe. C'est-à-dire que les solutions qu'on construit, je ne vais pas vous dire que c'est la solution idéale, ce n'est pas des solutions idéales, mais c'est des solutions qui doivent marcher dans l'école française telle qu'elle est, qui n'est pas l'école idéale. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une... Typiquement, nous, on sait qu'en France, les enseignants, ils sont face à leur classe, particulièrement au collège, et ils disent « Prenez votre manuel, faites l'exercice, page 45 ». Donc, ce n'est pas la peine de faire des banques d'exercices séparés, parce qu'ils ne feront pas faire un exercice différent à l'enfant en situation de handicap. Ce n'est pas leur culture, quoi. Donc, ça nous oblige à adapter certains manuels, par exemple. Hein, voilà. Donc, en primaire, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de faire des banques d'exercices validées par le ministère de l'Éducation nationale, avec qui on a un partenariat, où on part, en fait, nous, du besoin de l'enfant dyspraxique, on crée les exercices numériques, mais à côté, on fait les cahiers d'exercices pour la classe standard. L'idée, c'est que tout le monde fait le même exercice. Hein. Simplement, l'enfant dyspraxique, au lieu d'avoir recopié les phrases, parce que ça, c'est 80% des exercices d'études de la langue, c'est recopie les phrases et entoure le verbe, l'adjectif, le pronom, voilà. Nous, on dit, dans ces phrases, clique sur le verbe. Voilà. Donc, la compétence est la même, ça convient à tout le monde, la correction est la même, ça va à tout le monde. Et on peut travailler. C'est pas la peine. Donc, c'est pas, si vous voulez, la démarche n'est pas celle, on va faire des exercices qui sont des exercices complètement à côté où les enfants peuvent faire un cursus à la maison, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment qu'ils fassent un cursus dans l'école ordinaire, sauf s'ils sont trop fatigués comme la mienne, où à un moment, il faut les sortir. Mais c'est ça l'idée. Hein, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, je ne sais pas si vous êtes informé ou non, mais c'est seulement pour donner une information. Le 36-9, l'émission de la TSR sur la dyspraxie, ce jeudi, pas ce jeudi, jeudi... Non, c'est la semaine prochaine, le 18 septembre. Oui, la semaine prochaine, pardon, 18 septembre, l'émission sur la dyspraxie. C'est une émission de télé suisse, hein, c'est ça ? Oui. Non, mais qui se regarde parfois sur France 5 ou quelque chose comme ça. Ok, alors je pense qu'on intervient dedans. Hein, c'est des gens qui sont venus filmer le Cartable Fantastique. Donc voilà, donc vous verrez l'équipe du Cartable Fantastique. Donc après, je pense qu'il y a des enfants aussi, mais nous, on n'accueille pas les enfants au Cartable. Mais ils sont venus filmer le Cartable Fantastique, m'interviewer, etc. Voilà. Magnifique, on serait réjouis de voir ça. Je suis maman d'une jeune femme dyspraxique, dyspraxie visuospatiale sévère. On lui a dit à 18 ans que l'école c'était fini. Elle a dit non, moi j'ai encore envie d'apprendre. Et il n'y a rien. Donc, il n'y a plus rien parce qu'elle était trop fatigable pour suivre une scolarité ordinaire. Donc, elle a été en école spécialisée. Et elle se trouve maintenant à travailler dans un atelier protégé, heureusement avec un ordinateur, parce qu'au début, c'était dans un atelier avec de la manipulation. Donc, vous imaginez l'horreur à longueur de journée. Donc, voilà. Et elle a envie d'apprendre. Donc, elle a beaucoup d'énergie, ce qui est souvent le cas. Elle passe son temps à recopier des choses à l'ordinateur ou à la main. Elle veut pouvoir se débrouiller en mathématiques. Elle a des envies comme ça. Et en fait, moi, je ne veux pas le faire parce que, comme vous dites, je ne vais pas m'épuiser le soir après le travail. Voilà. Mais je me dis, c'est une envie, me semble-t-il, légitime.
et qu'est-ce qu'elle peut faire et comment on peut l'accompagner pour l'aider dans ce sens-là, pas au sens où c'est nous qui le ferions, mais vers qui. Là, elle voudrait faire des maths. Les orthophonistes, à 22 ans, c'est fini parce qu'elle n'est pas en formation, donc il n'y a plus d'orthophonie possible. J'ai pas trouvé d'enseignant à la retraite bienveillant qui avait envie de continuer. Enfin, voilà. Donc, elle reste avec une grande frustration et un grand désir, mais du coup, elle fait tout elle-même et elle avance pas non plus parce qu'elle n'a pas les moyens de progresser toute seule. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne connais pas du tout le système suisse, donc je vais être un peu en difficulté. Alors, nous, en France, on a... j'avoue que c'est vraiment... Alors, il y a éventuellement l'enseignement par correspondance, mais c'est difficile, il faut l'accompagner. Voilà, donc nous, sur des cas comme ça, on a des associations, en fait. Donc, ma fille, elle est scolarisée comme ça, mais il y a une association qui s'appelle Votre école chez vous. C'est peut-être un modèle aussi à réfléchir, à reproduire, qui est une association qui scolarise des enfants malades ou en situation de handicap à domicile. Ils font ça depuis 1950, parce qu'avant, en France, il n'y avait pas de scolarisation d'enfants malades. Donc, si vous étiez malade, tant pis, vous ratiez votre année. Et donc, progressivement, ils ont dévié ça sur le handicap. Donc, c'est des enseignants standards, c'est des enseignants du rectorat, sauf dans le primaire, c'est des enseignants salariés de l'association. Et donc, ils font le programme adapté, ou pas, ça dépend. Manon ne va pas avoir un programme adapté parce que c'est pas nécessaire, mais un enfant qui, par exemple, a 18 ans et qui est au niveau en maths et à un niveau 6e, ils vont adapter le programme pour permettre ça. Mais je ne sais pas du tout si ce type de structure existe. Sinon, on a des familles qui mettent en place, quand les enfants s'épuisent, en fait, du CNED, donc c'est de l'enseignement à distance, avec des enseignants, mais du privé pour le coup, donc il faut payer pour accompagner. Sinon, nous, on a des espèces de structures qui s'appellent des CFA, mais qui sont régies par l'agriculture, où c'est parce que là, elle n'a pas de diplôme, votre fille, ou voilà, où ça permet des diplômes en fait. Pas forcément très élevés, mais avec un métier, et puis voilà. Là, c'est presque une question de projet. Alors là, vous allez vous retrouver, je ne me rends pas compte en Suisse, peut-être c'est des questions de formation adulte, où il peut y avoir un accompagnement sur une formation adulte. Ça vaudrait le coup de fouiller par là, mais avec un projet clair. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas tu fais des maths pour faire des maths, tu fais quelque chose pour avoir un objectif, tel diplôme ou tel métier, ou voilà. Donc ça, je pense que c'est discutable avec des formations pour adultes qui ont quand même l'habitude d'avoir un public pas nécessairement en situation de handicap physique ou neurodéveloppemental, mais qui sont handicapés pour d'autres raisons et donc qui ont des techniques assez différenciées en fait quand même d'enseignement. Je pense que si vous avez ce type de formation pour adultes, enfin nous il y a des aides pour les formations pour adultes, ça vaut peut-être le coup d'aller discuter avec eux et avec elles, mais dans le cadre d'un projet en fait. On ne peut pas rattraper, voilà, c'est compliqué, on ne va pas la remettre dans une scolarité, je ne sais pas quel niveau elle a, voilà, mais on ne peut pas la remettre dans une scolarité, ça ne vaut pas le coup, mais ça vaut le coup par contre d'avoir un projet autre que si elle en a envie, de formation réelle en fait. Voilà. Et puis après, elle verra bien. Peut-être que nous, on a aussi pas mal, des parcours d'enfants qu'on fait, chez nous c'est des CAP par exemple, et qui ensuite, nous on en a un en ce moment qui a il avait une dysarthrie importante, une dyspraxie, une dyscalculie massive, une dyslexie, enfin bon voilà, il a fait un CAP, mais après finalement ça s'est bien passé et maintenant il est en licence d'anthropologie, il fait un mémoire sur le handicap en Chine, enfin vous voyez, donc je pense que voilà, mais l'idée c'est qu'il y ait quand même un projet clair, atteignable, pour que ce ne soit pas décourageant, mais vraiment cadré. Voilà. Et donc, peut-être que les formations pour adultes peuvent vous aider là-dessus. Moi, j'essayerai ça. Ok, merci beaucoup. Il y a encore une question ici. On va peut-être terminer.
Voilà, moi j'ai un fils de 26 ans qui a suivi l'enseignement spécialisé et après, à 18 ans, ils ont fait des tests à l'AI pour savoir s'il allait suivre une formation ou pas. Et ils lui ont proposé une formation au centre RIF à Comté. Et là, il a suivi la formation en menuiserie, mais après 6 mois de la fin, ils ont décrété qu'il était trop lent et pas rentable pour entrer dans le monde ouvert du travail. Et là, après, bon, il n'était pas très bien, il fallait accepter tout ça. Et j'ai demandé à l'AI qu'est-ce qu'il peut faire, et ils m'ont dit il peut faire ce qu'il veut. J'ai dit très bien. Alors, on est allé visiter des ateliers protégés parce qu'ils m'ont proposé ça, mais je savais très bien que mon fils n'avait pas très envie d'aller là à ce moment-là. Il avait encore envie d'apprendre. Alors, on a fait tout le canton de Fribourg. J'ai visité tous les ateliers. Chaque fois qu'on est sorti de là, il a dit « je ne veux pas aller là ». Et après, il a dit, même les professionnels qui m'ont fait visiter les institutions m'ont dit « mais qu'est-ce que vous venez faire ici avec un fils qui a l'air bien ?» J'ai dit « c'est l'AI qui m'envoie ». Et à l'AI, ils m'ont dit, vous faites ce que vous voulez, il a la rente, voilà. J'ai dit, ok. Alors, j'ai dit à mon fils, tu veux faire quoi? Puis il a dit, moi, je veux étudier comme mon frère et ma sœur. Il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Je n'ai pas eu l'allemand, je n'ai pas eu l'anglais. En maths, je n'ai pas été jusque là. Alors, on a cherché une école privée. Et puis, j'ai dit, écoutez, moi, mon fils, il a une formation hétérogène. Je ne sais même pas où il a les lacunes et où il n'en a pas. C'est tellement compliqué avec l'enseignement spécialisé. On a navigué à vue. J'ai dit, il faut faire des tests pour savoir si vraiment il peut venir là. Et puis, la directrice de cette école m'a dit, non, on ne fait pas de tests. Ça va être frustrant pour lui. On va faire une année d'observation. On va le mettre dans une classe en préformation. Donc, il avait déjà 21 ans. Et puis, il s'est tout de suite plu. Il a dit, moi, je veux aller là, bien qu'il avait beaucoup de retard et de lacunes. Mais il a travaillé d'arrache-pied. Il est resté pendant 5 ans dans cette école où il a fait un programme de baccalauréat français. Et l'année passée, il a loupé à 100 points. Cette année, à 30. Donc, il va réessayer en candidat libre l'année prochaine. Et voilà, mis à part le fait qu'il aura le papier ou pas, on l'a bien préparé parce qu'on s'est dit s'il se plante, il va pas être bien. Alors avec la neuropsychologue, on l'a vraiment bien préparé. Elle l'a suivi toute l'année, une fois par mois, en lui disant que c'était un processus, qu'il avait beaucoup évolué, que s'il n'avait pas le papier, c'était qu'un papier, mais que tout ce qu'il avait appris, c'était pour lui. Il est tellement content, souriant, qu'on a suivi ses désirs. Vraiment, alors là, voilà, maintenant on continue comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire après, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on a réussi à remplir, à faire ce que lui, il avait envie, et il est très, très content. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a la rente, ils nous envoient à 18 ans en atelier protégé, mais ça ne correspond pas pour tout le monde, je suis désolée. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça. Oui, alors, bon, j'aurais dû faire un point sur l'orientation. Du coup, faites vraiment attention au choix d'orientation. Hein, voilà. C'est sûr que si vous les mettez, les dyspraxiques, je parle. Moi, j'ai fait une conférence une fois, il y a un prof, il vient me voir, il me dit, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, mais moi, je suis prof en boucherie. Comment je fais pour adapter l'atelier de découpe à mon élève dyspraxique? Je lui ai dit, faut changer d'orientation. Faites attention aux orientations. Méfiez-vous, voilà. C'est compliqué, la menuiserie pour un enfant dyspraxique, c'est compliqué. La couture, sauf si c'est son rêve, mais bon, c'est compliqué. Il va y avoir des problèmes derrière. Il y a des métiers qui sont plus simples. Quand ils vous disent je veux être informaticien, c'est beaucoup plus simple quand même. Voilà. Donc, il faut aussi pouvoir aussi casser les rêves. Moi, Manon, elle me disait je veux être dessinatrice de dessin animé. Je n'ai pas osé lui dire non parce qu'elle était petite. Je lui ai dit qu'est-ce que tu penserais plutôt de raconter les histoires du dessin animé, de faire celui qui fait le scénario. Mais après elle a dit je veux être scénariste, c'était plus simple. Bon, maintenant elle veut être informaticienne, c'est beaucoup plus simple encore. Mais c'est pour vous dire que sans casser les rêves directement, on peut essayer de pousser en disant je comprends bien que tu as envie d'être couturière ou menuisier, etc. Mais ça va être compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers qui te plairaient aussi? Enfin, voilà. Faites vraiment attention. Et alors, moi, j'ai souvenir d'une jeune fille parce que nous, en France, les CAP pour les jeunes filles, si elles sont gentilles et sympas avec les enfants, c'est aide à la personne. Allez, hop. Bon, alors, aide à la personne pour les dyspraxiques, ok. Sauf qu'elle a fait son stage en crèche et il fallait nouer les serviettes
hein, faire des nœuds de serviettes. Je veux dire, elle a fait une dépression, la gamine, parce qu'en plus, les parents n'avaient pas voulu dire qu'elle avait un handicap. Et le stage s'est hyper mal passé, parce que quand il fallait changer les couches, etc., c'était un calvaire. Hein, voilà. Donc, il faut vraiment penser les orientations et savoir ce que implique cette orientation pour la suite, parce que ça ne sert à rien de leur faire investir un métier que derrière, ils ne pourront pas faire parce que ça ne répond pas aux critères. Alors, par contre, en Suisse, vous n'avez pas du tout de statut de travailleur handicapé ça, dans les entreprises? Non. Ça n'existe pas, ça? Ouais, il faudrait peut-être vous battre pour ça, parce qu'alors en France, on a toutes les grosses entreprises, et ça va descendre avec les plus petites, sont obligées de prendre 6% d'enfants en situation, de personnes, pardon, pas d'enfants, d'adultes en situation de handicap. Sinon, ils payent des amendes. Alors, je peux vous dire que les troubles neurodéveloppementaux un peu simples, tous les 10, etc., ils ont très envie de les embaucher, hein, parce que c'est quand même assez simple à gérer au quotidien. Voilà. Et ils en sont à faire des accompagnements. Hein. On a par exemple des entreprises type Alcatel, etc., qui se sont réunies pour faire des accompagnements, pour repérer les étudiants en situation de handicap dans les métiers qui les intéressent. Ils les coachent dès la sortie du bac, ok, donc ils leur mettent un tuteur de l'entreprise, ils les aident pour les stages et ensuite ils les aident pour trouver un emploi. Pourquoi ? Parce que leur constat, c'est que les personnes en situation de handicap, la plupart n'ont pas de diplôme. Et donc, une fois qu'ils ont mis le type à la photocopieuse, celui à la sécurité et l'autre au port de je ne sais pas quoi, ben, il n'y a plus de poste. Donc, voilà. Donc, il faut vous battre pour ça. Ça nous sauve hein, en France, hein, le fait qu'il y ait ces postes protégés, y compris dans le public. Il y a des postes protégés pour les chercheurs INSERM, CNRS, pour les techniciens INSERM, CNRS, voilà, les archivistes de l'INSERM, enfin tous ces gens-là, dedans, il y a des personnes en situation de handicap. Mais ils ne passent pas par le même concours que tout le monde, parce que sinon, ce n'est pas jouable, quoi. Voilà. Ça, c'est une mesure qui, nous aide beaucoup. Eh bien, nous avons un grand chemin à parcourir en Suisse. Merci de ces conseils. Merci beaucoup, Madame Huron, pour votre présentation tout à fait pertinente et très riche. On peut encore l'applaudir, je pense.